Deux invités avec nous pour parler de la Côte d'Ivoire. D'abord Francis Patindé, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste à Radio France Internationale, spécialiste de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Vous avez aussi été porte-parole du HCR, de l'ONU, à la fin des années 2000, je crois. Oui, c'est ça. Et vous êtes aujourd'hui aussi professeur à Sciences Po sur le contrôle des élections en Afrique. Ça tombe bien, puisqu'on va parler de la Côte d'Ivoire. Puis un autre journaliste en face de vous, Thomas Ofnoum, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes aussi spécialiste de l'Afrique. Vous l'avez été longtemps pour le quotidien Libération. Aujourd'hui, vous travaillez pour le site Conversation France. Et vous avez publié en 2011 une réédition d'un livre qui s'appelle La crise ivoirienne en 2011 aux éditions La Découverte. Alors la Côte d'Ivoire, je le disais, se choisit donc un nouveau président ce dimanche. Le président sortant, Alassane Ouattara, est donné grand favori pour se succéder à lui-même. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'environ 25 millions d'habitants, un pays en forte croissance économique, plus de 8% en 2014. C'est le premier producteur mondial de cacao, la fève du chocolat. La Côte d'Ivoire produit aussi beaucoup de café, de noix de cajou, de bananes, bref. Le secteur agricole, c'est 50% des exportations ivoiriennes. Alors Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, après une guerre, il faut le rappeler, une guerre civile qui a fait plus de 3000 morts. Son prédécesseur, Laurent Gbagbo, avait contesté par les armes la victoire d'Alassane Ouattara aux élections de 2010. Première question, Francis Patindé, 5 ans plus tard, où en est la Côte d'Ivoire? On peut dire que c'est un pays pacifié, mais pas encore vraiment réconcilié. Absolument. Au plan, par exemple, économique, c'est vrai qu'il y a une relance de l'économie. Au niveau de... il y a des réformes qui ont été entamées au niveau du secteur du cacao. Vous vous rappelez tout à l'heure que c'était le premier producteur mondial de cacao. Il y a eu des infrastructures aussi. Donc, il y a eu pas mal au plan économique. Mais là où le bas blesse, c'est la réconciliation. Ouais. Et puis la clause des cœurs. Il y a encore beaucoup d'ostracisme. Hier, c'était les partisans de Gbagbo qui se plaignaient d'être... les partisans de Ouattara qui se plaignaient d'être ostracisés. Aujourd'hui, c'est les gens de Gbagbo. Ce qui veut dire, Thomas Ofnoum, que les divisions ethniques restent fortes en Côte d'Ivoire. C'est des divisions d'ailleurs qui coupent un peu le pays en plusieurs régions. Hein. Chaque poids lourd politique a sa région en fait en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'on l'a vu lors des précédentes élections en 2010, lors du premier tour où il y avait un candidat du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui est un peu la colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire. C'était Henri Konan Bédié à l'époque qui s'était présenté contre Ouattara et Gbagbo. Après la disparition de Houphouët-Boigny. Absolument. Donc on voyait à peu près que chaque poids lourd représentait environ le tiers de l'électorat. Là, donc cette logique ethnique, elle reste encore, je dirais, ce qui détermine le vote du citoyen ivoirien. Il vote selon son ethnie. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il se trouve que la particularité de cette élection, c'est que le PDCI ne présente pas de candidat officiel. Il y avait des dissidents, mais qui se sont pour la plupart retirés. Mais Henri Konan Bédié a appelé à voter dès le premier tour pour Alassane Ouattara. Donc ça transcende, du coup, Alassane Ouattara est censé transcender les clivages ethniques. Ouais. Donc en fait, tous ceux qui se revendiquent de l'héritage du père de la nation, Houphouët-Boigny, se sont rassemblés derrière Ouattara, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Konan Bédié. Et puis à côté de ça, il y a une opposition qui est relativement faible, d'autant qu'elle est divisée. Elle est fortement divisée parce que le principal parti d'opposition, c'est le FPI, le Front populaire ivoirien. Son candidat est adoubé quasiment par le président de la République, alors qu'il devrait être son adversaire. Donc le parti est divisé, son leader est en prison à La Haye. Il faut dire que c'est Laurent Gbagbo qui a présidé la Côte d'Ivoire pendant près de 10 ans. Oui, absolument, de 2000 à 2011 ou 2010 selon. Et donc voilà, et donc aujourd'hui, la situation, comme l'expliquait Thomas tout à l'heure, c'est qu'il y a les deux partis issus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, il n'y avait pas le RDR. Le RDR est une scission du PDCI-RDR. Alors il faut appeler, parce que pour ceux qui nous écoutent... Le Rassemblement des Républicains, le RDR, c'est le parti de Ouattara. Oui, était une scission du grand PDCI, le parti du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Houphouët-Boigny. Donc aujourd'hui, ils sont deux d'un côté, et de l'autre, il y a une opposition émiettée, avec des dissidents du PDCI, mais qui ne représentent pas grand-chose. Ce qui veut dire, Thomas Ofnoum, que Ouattara, le président sortant, il a pratiquement course gagnée. Oui, il parle de coup KO, c'est-à-dire de victoire dès le premier tour, et c'est effectivement probablement ce qui pourrait arriver. J'allais dire ce qui risque d'arriver, parce qu'à mon avis, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle que le PDCI n'ait pas présenté un candidat pour que tout le monde puisse se compter. Et ça aurait pu être la première élection pacifique et inclusive. Elle a été en 2010 inclusive, puisque Ouattara a pu se présenter, mais c'était dans un contexte de sortie de crise. Ça veut dire que toutes les ethnies soient représentées. Voilà, que toutes les obédiences
toutes les ethnies seraient représentées. Et là, le fait que le PDCI ait décidé de ne pas concourir, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, une question très générale, à laquelle il est peut-être difficile de répondre. Est-ce qu'Alassane Ouattara était un bon président pour la Côte d'Ivoire? Bon, au plan économique, certainement, il a des compétences qui sont avérées, mais au plan politique... Il faut rappeler qu'il a travaillé pour le Fonds monétaire international. Il a travaillé pour la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, mais également pour le Fonds monétaire international. Donc c'est un libéral, d'un point de vue économique, c'est un libéral. Oui, dans le prisme occidental, oui, c'est un libéral. Mais au niveau de la réconciliation, mais également au niveau du choix de ses collaborateurs, le président de la République est originaire du Nord aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale est originaire du Nord, le président de la commission électorale est du Nord, le président du Conseil constitutionnel est du Nord. Donc il a privilégié tous ceux qui n'étaient pas en fait dans l'ancien régime Gbagbo, si on peut dire. Absolument, et c'est ce qu'ils appellent là-bas le rattrapage. Ils essayent de rattraper soit un supposé retard qu'ils auraient eu par rapport aux autres ethnies. Donc, de ce côté-là, il a du travail à faire. Mais encore un mot, Thomas Ofnouk, sur les résultats économiques. Si un autre président avait dirigé la Côte d'Ivoire au cours des 4 ou 5 dernières années, il aurait fait moins bien que Alassane Ouattara, ou bien... En tout cas, c'est vrai qu'il y a un rattrapage aussi économique énorme. C'est vrai que vous le disiez en introduction, le taux de croissance est de 8% actuellement. C'est un très bon taux de croissance. Et Alassane Ouattara, c'est un économiste avant tout. Donc c'est vrai qu'il a axé beaucoup sa présidence là-dessus. Et comme l'a dit Francis, par contre, là où le bas blesse, je pense que c'est au niveau de la réconciliation, de la justice. Justement, Et l'économie, je pense qu'il a fait une sorte de pari, Ouattara, c'était de se dire que l'économie, la croissance, allait permettre d'apaiser les tensions. Et moi, je pense que ces tensions, elles sont sous-jacentes. C'est pas le cas encore. En fait, il n'y a pas de réconciliation sans justice. Et la justice ivoirienne, elle n'a pas très bien fonctionné. En tout cas, elle a fonctionné beaucoup pour sanctionner toujours le même camp, c'est-à-dire les héritiers de Gbagbo. Absolument. Bon, il faut dire que 5 ans, c'est peu pour faire ça. Mais il y a encore des zones de la Côte d'Ivoire qui échappent à l'autorité centrale. Aujourd'hui, il y a encore des commandants de zones qui dirigent certaines zones. Et la justice, jusqu'à ce jour, aucun partisan de Ouattara n'a été jugé pour les crimes commis entre Alors Ouattara, il répond à ça, il dit c'est normal parce que les crimes les plus graves ont été commis par le camp adverse. Alors, non, je vous rappelle qu'il y a eu des massacres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Djouekoué, et la responsabilité en incombe aux partisans de Ouattara. Ils n'ont, à ce jour, jamais été jugés. Oui, je pense que moi, il y a une forme d'impunité encore en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut se replacer un tout petit peu dans le contexte de 2010-2011, les conditions d'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il est arrivé au pouvoir soutenu par une force armée, c'était ce qu'on appelait les forces nouvelles, les ex-rebelles, et bien sûr aussi par l'armée française qui a fini le travail quasiment. Mais donc quelque part, moi je pense qu'Alassane Ouattara a été un peu l'otage aussi de ce qu'on appelle les com-zones, c'est-à-dire ces militaires, les chefs rebelles qui avaient mis en coupe réglée le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans un premier temps, je pense qu'il était un peu l'otage, qu'il ne pouvait pas tout de suite s'attaquer à eux, entre guillemets, parce qu'il savait à ce moment-là qu'il risquait son pouvoir était extrêmement fragile. Ça veut dire qu'il les a laissés faire ? Il les a laissés faire, il les a même parfois, pour certains d'entre eux, promus, donné des postes. Et je crois que maintenant, il a 5 ans pour vraiment prendre à bras-le-corps ce problème, régler aussi le problème de l'armée. On l'a vu dans certains pays, au Burkina Faso notamment récemment, comment ça peut représenter une menace persistante. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il réintègre dans l'armée régulière ces chefs de zone. C'est possible, ça Ça a été fait. Ça a été pas fait. partout. Pas partout, voilà, c'est ça. Il y a encore, par exemple, à Fofi, dans la zone nord, il y a un chef de guerre chez qui on a retrouvé récemment 60 tonnes d'armes. Donc c'est quand même risqué pour l'État qu'il y ait encore des zones, qu'il y ait des principautés qui se baladent comme ça dans le pays. Le sort de Laurent Gbagbo, on a dit qu'il est toujours en attente de jugement à la Cour pénale internationale. Le sort de Gbagbo a pesé sur la campagne électorale ? Il a pesé dans le sens où il a empêché quelque part une rénovation du Front populaire ivoirien. C'est vrai que le seul adversaire de taille là aujourd'hui, dimanche pour Alassane Ouattara, ça sera Pascal Affi-N'Guessan, mais il a eu toutes les peines du monde. Qui est proche de Laurent Gbagbo. Voilà, qui a été son Premier ministre et qui a signé les accords de Marcoussis d'ailleurs en 2003. Et donc c'est le seul adversaire de taille pour Alassane Ouattara, mais d'aucuns diraient que c'est même une sorte de faire-valoir. Mais en tout cas, le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, s'est divisé très profondément
précisément parce que c'est une partie de ce parti souhaitait que le candidat, même depuis sa prison, soit Laurent Gbagbo. Donc quelque part, Gbagbo a pesé parce que ça a bloqué la rénovation de ce parti. Ça bloque encore, je trouve, la rénovation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Il s'est très peu prononcé. On n'a pas entendu Gbagbo dans cette élection. Ce qu'il faut préciser, c'est que Pascal Affi-N'Guessan n'a pas l'onction de Gbagbo. Parce que ce qui est étonnant, c'est que même les partisans, les candidats qui se réclamaient des dissidents du PDCI sont allés le voir en prison. Ils ont eu une espèce d'onction. Mais le candidat officiel, le candidat actuel du FPI, du Front populaire ivoirien, n'a pas l'onction de Gbagbo qui est en prison. Il ne l'a pas reçu dans sa prison. En un mot encore, ce sera le mot de la fin. Le président sortant, donc Ouattara, annonce une réforme de la Constitution s'il est réélu. Une réforme pour quoi faire ? C'est pour essayer de tordre le cou à la question de l'ivoirité. En fait, il y a une disposition qui prévoit, qui stipule que le président doit être de père et de mère. Il avait empêché lui-même de se présenter. Oui, il avait pu se présenter parce qu'il y avait une dérogation exceptionnelle qui avait été arrachée à l'époque par Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain. Donc c'est pour normaliser en quelque sorte la vie politique, mais à mon avis, la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire ne dépendra pas seulement d'une réforme constitutionnelle. Et c'est que ça, il n'a pas d'intention d'arrière-pensée Aussi, le plus piquant, il faut le dire, c'est que l'inventeur, le théoricien de l'ivoirité, se trouve aujourd'hui être le principal allié du Ouattara. C'est le président Henri Konan Bédié. C'est lui qui a écrit un bouquin et il a théorisé là-dessus à l'époque. Donc il y a ça, il faut expurger la prochaine constitution de ces dispositifs. Mais bon, il faut surtout réparer les cœurs, réconcilier les Ivoiriens. Merci à tous les deux. Merci Thomas Fnung, merci Francis Patinde d'être venu sur le plateau du 64 minutes.